Merci beaucoup, Géry, pour ta présentation que tu as fait dans un temps raisonnable, on va dire, parce que tu n'as dépassé que de une dizaine de minutes, ce qui était prévu. Mais c'est pas grave, on ne t'en veut pas pour autant. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, je vais donner la parole maintenant successivement aux membres du jury et je vais commencer par un des deux promoteurs du travail. Puisque Géry a eu la chance d'être encadré par deux professeurs dans le cadre de ses recherches. Et donc, je vais commencer par Victor Branfaux. Donc, Victor est un architecte formé à la Cambre. Il a obtenu son diplôme en 1991, puis il a obtenu un PhD en urbanisme à l'Université de Rome. Et depuis 2003, il enseigne à la Cambre et maintenant à la faculté d'architecture de l'ULB où il est professeur depuis 2014. Victor dirige le centre de recherche Habité, coordonne l'atelier du projet d'architecture Terrain d'architecture, enseigne dans le master de spécialisation en urbanisme de la transition et est membre de l'équipe des cours à option ADP, architecture, développement, patrimoine. Et donc je vais faire ici une transition d'ordinateur pour lui passer la parole. Merci. Merci Jean-Michel, merci Géry. Je vais être bref et court et concis, je vais essayer. Voilà, pour essayer de rattraper un petit peu du temps, mais c'est important que Géry ait du temps aussi pour expliquer cette thèse. Alors, c'est une thèse vraiment très importante. C'est une thèse importante pour toi, Géry. C'est une thèse importante pour la faculté. La faculté a mis beaucoup d'énergie et d'argent, finalement, dans cette thèse. Donc, beaucoup de temps aussi. C'est une thèse importante pour moi parce que Géry n'est pas quelqu'un de tout à fait étranger à mon parcours et c'est une de mes premières thèses comme promoteur. Le fait d'accompagner cette thèse avec Paola Vigano, c'est aussi quelque chose d'absolument passionnant pour moi et pour Géry. Et c'est une thèse importante pour Bruxelles, comme l'a dit Jean-Michel. C'est important en termes, je dirais, d'historiographie urbanistique pour Bruxelles. On dépasse la chronique et en fait, avec cette thèse, tu viens vraiment combler une lacune, tu viens apporter une brique qui va être une de ces briques qui va permettre de mieux comprendre l'histoire de Bruxelles, mieux comprendre ce terme de bruxellisation. Et il y a clairement ici un apport méthodologique qui est le fait d'aborder l'histoire à travers la notion de projet. C'est quelque chose qui est assez, je dirais, que tu as importé de l'Italie, que nous avons importé d'Italie en réalité, qu'on a tous appris grâce à des personnes comme Bernardo Secchi et Paola Vigano, et qui nous permettent d'envisager l'histoire comme étant quelque chose de présent, voilà, quelque chose qui existe. L'histoire ne peut s'envisager qu'à partir du regard qu'on lui porte aujourd'hui. Au niveau des apports de la thèse, pour moi, les apports sont principalement des apports méthodologiques qui sont liés au profil de Géry, qui est un chercheur très particulier, qui est un chercheur particulier principalement parce qu'il est praticien de l'urbanisme et donc il a réussi dans cette thèse à mettre ensemble les qualités du chercheur en histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui va dans les archives, qui travaille beaucoup sur la littérature qu'on va appeler la littérature grise, sur les plans, sur des documents, mais aussi à partir d'entretiens avec les acteurs, les acteurs petits et grands, et de mettre tout ça dans cette thèse. Donc c'est extrêmement, au niveau méthodologique, c'est une leçon, à mon avis. Géry dispose d'une culture hors du commun, ça je dois le dire, culture hors du commun de la ville de Bruxelles. Si quelqu'un a une question sur quoi que ce soit à Bruxelles en termes d'urbanisme ou d'architecture, ok, le son est tout d'un coup très faible, m'entend-on seulement?
Donc, je reprends. Donc, cette culture que tu as permet effectivement de mettre en relation des choses et de comprendre probablement mieux certains des phénomènes que tu entends décrire. Troisième aspect de cet apport méthodologique, c'est le travail de terrain, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, d'aller regarder, d'aller voir ce qu'il y a, ce qui existe. C'est absolument fondamental, c'est ce qu'on fait aussi dans des cours de description que nous donnons ensemble. Le dernier aspect qui est probablement le plus important que tu as montré ici, c'est ce recours à la technique du collage, hein, à la reconstruction du projet de transformation à travers ce travail sur les archives et sur les plans qui nous permettent aujourd'hui de reconstruire cette histoire. C'est une thèse monumentale pour moi, c'est une thèse gigogne, c'est une thèse qu'on a dû constamment élaguer parce que tu as cette capacité de foisonnement. Et donc ça a été beaucoup de travail pour les promoteurs et pour le comité d'accompagnement de chaque fois couper, parce que chaque fois qu'on ouvre une caisse d'archives, il y a une nouvelle thèse qui sort. Hein. Ça c'est très clair et c'est en même temps une grande force, mais c'est aussi évidemment une faiblesse. C'est ce qui fait que cette thèse, elle est constamment en train de fleurir de partout et il faut la contenir. L'avantage, c'est que s'il y a dans cette thèse une multitude de thèses futures, hein, et dans ce cadre-là, ce que moi je voudrais souligner, c'est la capacité du futur docteur à mobiliser des énergies, à mobiliser notamment les énergies des étudiants, c'est-à-dire une capacité à expliquer à des étudiants des aspects de la thèse qu'il faut développer et des étudiants avec lesquels le futur docteur, donc à l'époque, écrit des articles avec les étudiants, accompagne des mémoires avec les étudiants, qui sont tous des éléments qui servent à la recherche, et ça, c'est une vraie qualité de chercheur. Dernier aspect sur lequel je voudrais insister, et puis après je vais me taire, c'est un lien avec tout un pan de ton travail que tu as tu aujourd'hui, et qui est un travail qu'on pourrait appeler collectif dans la faculté, et qui est le travail sur le Congo. Et qui est donc tout un travail qui a à un moment même failli apparaître dans la thèse, qui heureusement n'est pas venu enrichir cette thèse, mais qui est donc, il y a eu un vrai plaisir de création collective autour de cette thèse. Ça, moi, je voudrais insister là-dessus, c'est que la thèse de Géry est une des premières vraies thèses assumé de notre faculté d'architecture. Il est accompagné par Jean-Louis Genard, par Judith Lemaire, par Yves Robert et par des tas de gens dans la faculté qui ont en fait apporté énormément et qui nous ont permis en fait de petit à petit développer une culture de la recherche architecturale qui, je pense, est assez propre à notre faculté. Ça, je crois que c'est voilà, c'est une force et c'est un des gros atouts de cette thèse, qui donc, pour en résumer les grands apports méthodologiques, en réalité, le principal apport, c'est d'aller explorer la question de ce qu'on appelle la research by design, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et d'utiliser le projet d'architecture et la composition et l'image. Hein, l'image, donc la thèse est construite avec énormément d'éléments iconographiques. On peut faire de la recherche à partir de l'image et on peut utiliser l'image pour dire des choses. Et cette thèse, à ce niveau-là, elle est absolument, à mon avis, exceptionnelle. Voilà. Moi, je voulais remercier Géry pour ça et je voulais remercier le comité d'accompagnement aussi pour son travail et remercier le jury pour les commentaires qui ont permis de parfaire, je pense, la thèse dans sa toute dernière ligne droite. Je laisserai plus de temps à Paola Vigano, qui n'a pas eu l'occasion encore
d'intervenir de manière formelle. Voilà. Merci, Géry. Merci. Voilà, merci beaucoup Victor. Donc, on va poursuivre le tour de table et j'ai le plaisir maintenant donc de donner la parole à Laurent Audebert. Laurent Audebert est architecte, urbaniste, docteur en architecture, professeur. Il a soutenu donc en 2018 une thèse de doctorat intitulée Henri Pro et le projet d'architecture du sol urbain 1910-1959. Il est coordinateur du domaine d'études architecture et territoire méditerranéen en cycle master. Il est chercheur au laboratoire INAMA, responsable de l'axe qui traite l'identification des outils de conception pour un urbanisme d'échelle territoriale. Ces domaines de recherche sont variés et ils portent sur la représentation du territoire par les architectes et l'histoire de l'urbanisme. Enfin, il est architecte au Conseil de l'État auprès de la DDT de l'Ain et du CAUE des Bouches-du-Rhône. Évidemment, on parle d'un français, il y a plein d'acronymes. Laurent, je te cède la parole et merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour. Est-ce que le son marche bien ? Ça marche, ok, super, merci beaucoup. Alors, je voulais dire que je suis particulièrement heureux de participer à cet événement. Il est clair que c'est un événement et il est clair, Victor l'a rappelé, l'importance de ce travail. Et je vais essayer d'y revenir un peu moi aussi. Et je remercie Géry pour cette présentation synthétique qui nous a permis de revoyager dans l'espace de ce travail. Alors moi, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans ce travail, et notamment une vision bienveillante sur le territoire, les objets et les acteurs, qui permet de reconstituer ces différentes phases de l'histoire bruxelloise, un travail énorme en archives, avec constance et pugnacité, qu'on voit bien dans le résultat, et qui fabrique une connaissance, pour moi, qui est une connaissance ouverte sur la ville. Victor Brinfo l'a rappelé. Moi aussi, j'apprécie énormément la pratique du redessin et la question de mettre au jour, de faire sortir les archives, de les rendre visibles pour donner une nouvelle dimension au travail sur l'histoire de la ville et sur l'histoire spatiale. On voit bien que c'est une thèse de praticien qui bénéficie donc de cette expérience, d'une expérience d'enseignement aussi, et bénéficie donc des apports croisés entre la recherche et la pratique. Je ne vais pas revenir sur certains des contenus de la thèse, je pense que certains vont le faire. Pour moi, il y a deux thèses dans la thèse. Il y a donc tout d'abord la réhabilitation de l'histoire spatiale de Bruxelles qui fait l'objet de la partie 1 et de la partie 2. Et ensuite, la partie 3 qui s'intéresse à deux grandes figures qui sont pour moi des séquences spatiales plutôt que des figures, que sont le roadscape et la ceinture verte dans la partie 3, et qui font l'objet d'un travail graphique particulièrement innovant, il faut le souligner, pour pouvoir vérifier les hypothèses de recherche. Alors, je pense que j'avais préparé une intervention qui est beaucoup trop longue, donc je vais après avoir parlé des questions de forme, rapidement. Je trouve que la thèse donc, est très bien écrite, est très bien présentée, très bien mise en page, et qu'elle mobilise un bel équilibre entre la partie des sources, la partie du redessin et la partie texte. Je vais dire que j'apprécie dans la partie 2 particulièrement le passage de l'autoroute E40 dans Bruxelles avec l'échangeur sous le boulevard Reyers, et aussi le parc Cher Damel avec le club de tennis, je l'avais déjà souligné, et le très très beau plan du groupe Alpha qui montre bien l'articulation entre ce plan et la question du roadscape. Sur la partie 3, qui fait pour moi, c'est ici le cœur méthodologique de la thèse. Et donc, je m'attarderai un petit peu plus sur cette partie, et où on voit vraiment l'apport spécifique d'une thèse de praticien et les questions méthodologiques que ça pose pour la recherche et pour la recherche en école d'architecture, comme l'a rappelé Victor. Et je dois dire que
ayant un profil un peu similaire à celui de Géry, je me reconnais aussi particulièrement dans cette partie du travail. Je trouve l'analyse du roadscape formidable, avec quelques critiques sur les questions de définition, mais bon, quand on voit l'étendue de travail, c'est difficile de formuler des critiques, mais sur la question des parkways ou de l'architecture de la voie, je rappelle juste que Jean-Louis Cohen avait fait une recherche assez intéressante sur les parkways en 95 et que Eric Alonso vient de soutenir une thèse, a soutenu récemment une thèse sur l'architecture de la voie qui a été publiée récemment, qui aurait pu être des apports spécifiques sur ces questions-là. J'aime beaucoup aussi le chapitre sur la ceinture verte, et notamment le parc des étangs à Anderlecht, et cette question très très intéressante d'une sorte d'archéologie du projet d'infrastructure et de comment l'effort de l'infrastructure participe à la constitution d'un espace public et la construction d'un paysage. Qui m'a donné envie de revenir à Bruxelles pour visiter ces espaces, j'espère, sous ton guide. Je trouve très intéressante l'étude des temporalités entre la planification et l'édification, et le glissement des modèles aussi. Alors moi, je voulais mettre l'accent sur des questions de fond et qui sont spécifiquement, je vais concentrer mon propos sur la question de la représentation. Je trouve pour moi qu'il y a une adéquation entre l'objet, les questions posées et le mode de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, la manière de mobiliser les références cartographiques, l'appareil graphique mobilisé pour reconstruire une histoire permet en fait de rendre visible l'histoire. Et pour moi, ça, c'est un travail qui est matriciel, c'est-à-dire c'est pas seulement faire remonter la matrice historique, retracer les articulations entre les acteurs, la société, les espaces et les modes de production de la ville, mais c'est aussi montrer comment on peut poser une hypothèse en la dessinant et comment l'action du dessin est de mettre ensemble les différents éléments du corpus par collage ou par redessin, avec le jeu entre les échelles, permet justement de travailler en constituant un nouvel espace de la recherche qui est supplémentaire à l'espace des documents d'archives, qui est l'espace du chercheur dans lequel Géry a navigué, mais qui nous donne à voir aussi d'une manière physique. Et c'est là pour moi aussi un des apports méthodologiques et sur les outils de la recherche très très importants, et qui sont pour moi des outils spécifiques des architectes. Et donc je le répète, je suis bien sûr parfaitement d'accord avec cette introduction de Victor. Je pense qu'on est un certain nombre à se poser des questions. Je pense qu'on continue sur la trace de nos maîtres qui ont posé ces questions-là et que tout ça nous amène à une fertilité de travail dans les outils et la méthode pour continuer à chercher sur le territoire et la ville. Donc voilà, j'ai essayé de résumer assez rapidement mon propos. Alors je dois dire pour conclure que je trouve ce travail exemplaire pour toutes ces raisons, que je l'apprécie beaucoup et que ça me donne envie de revenir à Bruxelles. Ça me donne surtout envie de pouvoir partager mon enthousiasme et cet intérêt avec vous in situ et de visu, et pas seulement en visioconférence. Je trouve très pertinente donc la confrontation des concepts avec la réalité. Donc moi aussi je souligne l'importance du travail de terrain. Et si je voulais faire un bon mot, je dirais on est entre in situ, in carto et in studio, l'espace où on représente les choses. J'ai apprécié de croiser certains grands personnages, tant belges que d'autres provenances. J'ai beaucoup appris sur l'histoire de Bruxelles. Ça m'a donné envie, je le répète, d'aller jouer au tennis avec toi dans le parc de chez Dermel. Donc je suis très heureux que ça me donne l'occasion de discuter avec vous de toutes ces questions de la thèse en architecture, de ces méthodes et de ces outils spécifiques. Merci beaucoup, Géry, pour cette production magnifique.
Laurent, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez poser une question? Oui, alors j'ai oublié mes questions là dans cette chevauchée dans mes notes. En fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'un grand nombre des questions que j'avais à poser ont été. Géry a répondu à la fois dans le dernier exemplaire de la thèse, mais aussi dans sa présentation. Et Victor m'a coupé l'herbe sous le pied d'un certain nombre de mes questions aussi. Donc, mais alors la question c'était est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les porosités entre la pratique d'urbaniste et la pratique de chercheur et d'enseignant, si c'est possible, et est-ce que tu as des pistes de prolongement? Laurent, Oui. excuse-moi de t'interrompre parce que tu as été coupé quelques instants au moment où tu formulais ta question. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux la reformuler? Oui, moi je voulais demander à Géry comment il pouvait être un peu plus explicite sur les porosités entre la pratique professionnelle, la pratique d'enseignement et la pratique de recherche. Et aussi, est-ce qu'il avait en tête des possibles prolongements des recherches, comme l'a évoqué Victor, mais ça je pense que c'est assez clair, mais en France, on a la chance de pouvoir, en master en école d'architecture, on a la chance de pouvoir articuler des séminaires de recherche avec des ateliers de projet. Et donc, moi-même, j'expérimente avec mes étudiants les outils graphiques de la recherche en parallèle au studio de projet. Et ça donne des choses particulièrement fécondes et qui sont particulièrement intéressantes. Voilà. Merci, on t'a bien entendu cette fois, Laurent, et donc Géry va pouvoir répondre. Très rapidement. Porosité, recherche, enseignement, pratique professionnelle. J'en profite pour faire une référence à ceci. J'ai oublié de le faire dans la présentation, donc j'en profite maintenant. Donc, je n'ai jamais caché, loin de là. Je suis un élève de Bernardo Secchi, qui enseignait à Venise, où j'ai pu passer 1 an. Sa définition de l'urbanisme, c'est la discipline de l'urbanisme, la pratique de l'urbanisme, c'est l'étude continue de la transformation du territoire et de la vie. Une canne de laine, comme on dirait en Belgique, désolé pour la France. Et donc, pratique professionnelle, recherche et enseignement, dans cet esprit-là, pour faire gros, n'en font qu'un. On est en permanence, que ce soit au bureau des collaborateurs, au bureau Carbone, quand on donne cours avec Victor, avec Geoffrey, sur la théorie d'urbanisme, ou sur Bruxelles, ou sur le territoire, ou sur le Congo, ou quand on est en atelier de projet, toujours avec Geoffrey ou avec Nadia Casabella, en ce qui me concerne, on travaille cette étude du territoire et on travaille le projet. Les deux vont ensemble, puisque la première chose, c'est que cette compréhension du territoire, c'est le projet premier, c'est notre motivation, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer d'action urbanistique qui ne tienne pas un minimum compte des dynamiques à l'œuvre. On ne peut pas faire, je ne dis pas qu'on va les accepter telles qu'elles sont, mais on doit en tenir compte pour agir sur le territoire. Donc, voilà. Et donc, ça permet, sans faux semblant ou sans forcer, ou sans conflit d'intérêt, si on veut, de mener de front assez facilement la recherche avec l'enseignement et le projet. Et alors là où on articule ça de manière particulièrement évidente, et là aussi ça montre toute sa pertinence, et là c'est notamment avec Judith Lemaire, Jean-Louis Génard, au Congo. On travaille depuis une dizaine d'années de faire la coopération universitaire au Congo, et c'est un pays où on a très peu d'informations factuelles sur le territoire, on a peu de cartons, on a peu de statistiques, on a très peu de choses, et donc par contre on a beaucoup d'urgence. Et donc, cette question du projet, qu'est-ce qu'on va faire sur le territoire, là, on arrive vraiment en permanence, à la fois dans le projet et dans la recherche, dans la compréhension du territoire. Les deux vont vraiment ensemble. Et donc là, on a des séminaires passionnants, toujours avec Victor et Yves Robert, où on est censé faire du séminaire théorique, et en réalité, on fait autant du projet que de l'observation. On fait vraiment les deux en même temps. C'est parce qu'on fait du projet, parce qu'on fait ces portes d'entrée thématiques spécifiques dans le territoire, on met le doigt sur quelque chose et on creuse verticalement la question, qu'on rentre dans la complexité de ce territoire. Donc les deux vont vraiment ensemble. Ça, c'est vraiment une conviction très très forte, et c'est aussi pour ça que cette thèse est si grosse, parce qu'il y a
beaucoup dans le texte, surtout dans le chapitre 7, une volonté de comprendre, de mettre des mots sur ça, alors que c'était plutôt des mots qui sont liés à la pratique, donc c'est assez difficile d'exprimer, c'est au temps réel, donc de mettre des mots là-dessus. Voilà. Et si pour le tennis, alors je joue pas au tennis, mais on a inscrit nos enfants à un stage de tennis, je vais peut-être m'inscrire avec, pour que quand on visitera le Sphère Normale ou le club de tennis, on puisse faire une petite partie ensemble, promis. Merci beaucoup, Géry. Laurent, donc, pour ta gouverne, je crois qu'à la faculté d'architecture, c'est plutôt à Geoffrey et Benoît Moritz que tu dois t'adresser pour jouer au tennis. D'accord. Semblerait, hein, voilà, c'est un détail. Victor nous défend pas mal. Ah, Victor, oui, excuse-moi, Victor. Bah donc, on peut faire un double. On pourra faire un double. Ok, mais donc, merci beaucoup, Laurent. Merci. Et donc, on va poursuivre maintenant. Je vais donner la parole à Michiel de Haan. Michiel est professeur associé au département d'architecture et d'urbanisme de l'université de Gand, où il donne des cours d'analyse et de conception urbaine. Michiel de Haan a réalisé ses études d'architecture à la KU Leuven, où il a été diplômé en 1994. Il a ensuite obtenu un master en design urbain à l'université de Harvard en 1997. Et puis, il a réalisé un doctorat à la KU Leuven en 2002, doctorat qui portait sur le mouvement britannique du survey. Il a été assistant en urbanisme à l'université de technologie de Eindhoven et a donné des cours de design urbain dans le cadre du programme européen de master en urbanisme à la KU Leuven, donc une expérience extrêmement internationale et diversifiée. Le travail de Michiel se concentre sur l'épistémologie de l'urbanisme, l'urbanisation dispersée ou diffuse, je ne sais comment l'appeler, et l'interrelation entre urbanisation et design. Il a édité avec Lieven de Cotter le volume Heterotopia in the City en 2008. Et alors, il a des publications dans tous les journaux prestigieux du champ architectural et de l'urbanisme. Je vais ne pas en faire la liste ici. Michiel, merci beaucoup d'être parmi nous et je pense que tu vas faire ton intervention en anglais. Just a moment, please. Les conversations avec Géry sont toujours un mix de français, néerlandais et en anglais, donc je vais commencer en anglais et on peut continuer en français. Dear Géry, great doctoral research like yours often has something mad and obsessive about it. It is the work of a long journey in which a researcher finds a match between his or her own capacity to find something interesting and the material he or she decides to study. Good research not only treats or speaks about that material, but also renders a way to speak about that material plausible. It porte un certain regard. Your work has the beauty of this kind of madness. Yeah? It is both highly personal and at the same time an important contribution to the field of urbanism. You produced a work that I consider of lasting value, and as I emphasized at the time of the internal defense, I hope you find the energy to turn it into a book, because your work is a story that will find readers in the local context who get new tools to understand the development of their city and the role of urbanists played in giving it shape and direction. But also because it is an important contribution to a collective effort to ground the field of urbanism as an interpretative science rooted in the interpretation of the dynamics of urbanization. While reading, I found myself in the company of a compagnon de route who is engaged in an effort that tries to meet the urbanist halfway between the relative autonomy of his or her actions, although the protagonists of your thesis are almost all men, his or her actions, and the complex dynamics of an urbanization process that escapes his or her control. It is a story of many, both visionaries and technocrats, actively engaged in the creation of urban projects that work
with the inherited material of the historical development of the city, however, through their actions, may seize new opportunities that occur as the contingent result of the urbanization process. Opportunities that went unnoticed before or were unexpressed before. You speak in that sense to me about urbanism as the art of the possible in the best pragmatic sense of the word. It does so by looking at a particular chapter and reconstructs the processus d'agencement de l'espace urbain bruxellois. I mean, this notion of agencement is not translatable. In the period between 49 and 79, and it convincingly demonstrates that the development of Brussels in this period is not just the result of opportunistic and non-coordinated action, but shows in retrospect a large level of coherence that is anything but contingent. One of the things that I really appreciated when reading your thesis is that it makes the reader party to the work that you are doing, to your mad work. I had the feeling I was looking with you over your shoulder at material that you had dug up in different places, and the material raises questions and you gradually try to answer them. And as a reader, you are handed tools to think along and to some extent make your own reading of that material, to some extent. Yeah. To many of the questions I had, I found gradually answers in your work, and I find this a great quality of the narrative that you produced. This means that many of the questions I still have are of a different kind. They are the questions in the background, the larger questions that you leave the reader with, that you leave us with, and where I think your thesis has also a lot of merit in raising these questions. But there are also questions regarding what you left out. Yeah? They are in a way paranoid questions regarding your own paranoia. Can we trust the web of materials you have spun? But also what is not told, yeah? What is happening elsewhere. I had questions in the passages when you speak about the silent consensus among the groups of planners and technicians that worked in this period. Because at times I was wondering whether you aren't victim of your own archive and are, in that sense, constructing the coherence of a number of networks that were certainly there, but maybe don't tell the whole story. Yeah. Groups of people, connections between Buur, Becker, the voices present in the modern tradition. But what about the non-believers of planning? And also, apart from the alignment on which from this alignment, this implicit consensus, on which issues did they disagree? Yeah? And how much of the action that you trace is based on consensus? And how much is it based on mutual distrust and deeply diverging ideological convictions? In the internal defense, my questions were mostly directed at the role of the urbanist in your story. Yeah? Your project retroactively reads a sort of urbanistic agency within the more or less coordinated actions of many. I was interested to know where this reading leaves us as urbanists, yeah? And in what role and what capacity it leaves us. I was interested also to understand more in detail how we should understand the contemporary significance of your retroactive interpretation. But you answered that question already then. Today, I would like to turn to a particular obsession of yours that colors the interpretation of the modern planning of Brussels in many passages of the thesis, namely the agencement of the PPA, the Plan Partiel d'Affectation. Again, you bring a very convincing story, and I really like how you bring the subject to life. The focus is not on the instrument of the PPA as such, but on the kind of urbanism that the PPA produces. You bring to life the specific dynamics, the temporality of the urbanism of the PPA, and the distributed agency of the work on the elaboration of plans at a very concrete and negotiated level. The question you leave me with, in this case, is one regarding the autonomy of the agency of the urbanism of the PPA, and I will explain myself by placing it in contrast. I mean, it's in a way a question: is there such a thing as an urbanism of the PPA? With the analysis of the work on the PPA, you have a very clear entry to stage the agency of a group of specific transaction, a specific plot with specific people taking up roles.
A specific transaction also in terms of a balance that needs to be found between a politique foncière and the guaranteeing of sufficient revenue to make the urban development aimed for possible. You explain that also quite well. That gives you a sort of knee-jerk argument, a sort of follow the money kind of logic, but also brings you to this sort of urbanism as the art of the possible. But this urbanism of the PPA has an outside. Yeah? You state that clearly yourself in your conclusion, where you indicate that the PPA is in the final analysis the exponent of different force fields, and you name three: the coalition d'intérêts, la cristallisation d'un marché spécifique, and des leviers d'opportunité. Especially the last one interests me, or perhaps bothers me, because it puts the urbanism of the PPA in relation to something that is perhaps another urbanism, namely that of infrastructural investment, that of the engineer, that of the Ministry of Public Works, if you want. As much as your story convinces me, at the end of the day, it may also confirm another constant of the Belgian urbanism, namely that the planning in this country is at the end of the day not led by the urbanist on which you shed no light, but that it is the work of engineers and the Ministry of Public Works. I don't fully agree by this thesis, by the way, but I want to put it on the table. Next to the urbanisme conventionnel of Buur, it's brilliant, yeah? There is the urbanisme inconventionnel of infrastructural investment. Yeah? It is an urbanism that cuts across the distinction between the urbanisme périphérique et l'urbanisme d'agglomération. Brilliant again. Yeah? Cross-cuts also in terms of the financial equilibrium to be found in both, and that renders the one easy or the other difficult. I mean, it's something that you talk about, that the one is easy, the other difficult. Aren't they, at the end of the day, both dependent on the financial injection that comes in through the infrastructural investment that enables them? Aren't we living in a country where, at the end of the day, urbanism is not about a régie du foncier, but mostly about an urbanism of infrastructure? One that the urbanism of the PPA is mostly serving. Thank you very much, Michiel. Alors, Géry. C'est la réponse en français. Oui, je rouvre ma conclusion. Voilà une question stimulante. Mais ce qui est sûr, c'est, enfin, ce que je veux démontrer avec, en deux mots, c'est ce qui rend l'observation difficile, et c'est pas que pour l'après-guerre, en fait. Ça reste, l'exercice reste le même, à mon avis, aujourd'hui. La régionalisation n'a pas changé les choses fondamentalement à ce niveau-là. C'est qu'on a un système où il n'y a jamais où il y a rarement un organe de référence qui domine. Cette domination, elle existe par projet, mais elle varie. Donc, du coup, à mon avis, il y a beaucoup enfin, les différents types d'urbanisme conventionnel et infrastructurel cohabitent. Mais c'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord, que après coup, quand on a fini le travail, qu'on sort un petit peu de l'exercice de démonstration, je suis tout à fait d'accord que en Belgique, depuis en fait le début, depuis la création de l'État belge, on fait des projets d'infrastructure qui sont eux financés, pour lesquels on trouve des financements en tout cas. Aujourd'hui, il y a des PPP, mais peu importe, et que le reste suit plus ou moins bien. Ce qui était vraiment par contre intéressant, c'est à l'intérieur de ça de voir que les projets infrastructurels ne sont pas tous égaux. Par exemple, les kings de l'aménagement infrastructurel à Bruxelles, c'était l'administration des routes. Pourquoi? Parce qu'elle dispose d'un fonds spécifique qui arrive en 1956 et qui, en gros, les met à l'abri de toute contingence gouvernementale. Chaque année, ils font leur planning et ils avancent. Donc, ils ont besoin de personne. Et dans un premier temps, ils font ça tout seuls. Et à partir du moment où le métro doit être construit et que certaines priorités changent,
en fait, une partie de cet argent va être déplacée, versée dans le fonds métro, parce que ça reste des infrastructures. Et catastrophe pour les ingénieurs des routes, ce n'est pas les mêmes ingénieurs. Les ingénieurs de la communication, du ministère de la Communication, c'est ceux qui ont fait la jonction Normandie, qui ont été reversés dans le service spécial du métro et qui font d'autres choses. Et comme ces ingénieurs-là ont moins d'argent, en tout cas n'en avaient pas naturellement qui tombait du ciel, ils avaient l'habitude de négocier, notamment le centre monnaie à Bruxelles, place de Brucker, c'est typiquement le produit de cette négociation où finalement on arrive, alors il faut un peu cligner des yeux, d'accord, mais on a une galerie commerçante qui donne sur le métro, enfin tout ça est relativement fluide, c'est pas parfait, mais voilà, on n'a pas quelque chose de complètement séparé. Et puis surtout, on a il ne faut pas oublier que le centre monnaie était aussi le siège de la Poste qui dépend du ministère des Communications, hein, donc tout ça est quand même fortement lié. Et donc là, on a quand même à l'intérieur des ingénieurs différentes cultures, et certains, disons, sont naturellement enclins à négocier parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis d'autres le sont moins, naturellement enclins à négocier parce qu'ils ont pris l'habitude de pouvoir gérer eux-mêmes leur argent. Mais donc, pour terminer la question, oui, je suis tout à fait d'accord. On est un pays d'ingénieurs. Il y en a qui disent qu'on est un pays de commerçants aussi. Ben bon, voilà, il y a les ingénieurs et les commerçants. Et puis ça s'arrête en général là. Et les urbanistes doivent s'arranger pour fabriquer le squelette et on va mettre un petit peu de graisse autour de ça, et ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup, Mikil. Merci beaucoup, Géry, pour ta réponse.